Le cadavre portait encore son bonnet de Père Noël. Bonsoir à tous. Cette nuit-là, dans le manoir enneigé de Lord Ashford, quelqu'un a transformé la fête de Noël, la plus attendue de l'année, en scène de crime. 12 invités, une tempête qui coupe toute sortie, et Hercule Poirot, qui pensait passer des vacances tranquilles, se retrouve face à l'énigme la plus diabolique de sa carrière. Mais voici la question qui va vous hanter. L'assassin a-t-il tué par vengeance ou pour protéger un secret encore plus terrible? Écrivez dans les commentaires depuis quelle ville vous écoutez cette histoire. Et surtout, restez jusqu'à la fin, car la révélation finale va tout changer. Le coupable n'est pas celui que vous pensez. Attachez vos ceintures. L'histoire commence maintenant. La neige tombait doucement sur Londres en ce 20 décembre, recouvrant les pavés d'un manteau blanc immaculé. Hercule Poirot se tenait devant la fenêtre de son appartement, contemplant la ville qui se préparait aux festivités de Noël. Il sirotait son chocolat chaud avec satisfaction, savourant la perspective de vacances paisibles, loin des énigmes criminelles qui avaient occupé son année. Le courrier du matin apporta cependant une surprise inattendue. Une enveloppe de papier vélin crème, frappée du sceau des Ashford, contenait une invitation élégante écrite à la main. Lord Edmund Ashford sollicitait l'honneur de sa présence au manoir familial pour les célébrations de Noël. L'invitation mentionnait une réunion de famille exceptionnelle et la présence d'invités distingués. Poirot fronça les sourcils en lisant les dernières lignes. Lord Ashford évoquait vaguement des tensions familiales et exprimait le souhait d'avoir un homme de bon sens présent durant les festivités. Cette formulation ambiguë éveilla immédiatement la curiosité du détective. Il connaissait Lord Ashford de réputation, un homme d'affaires respecté, veuf depuis 5 ans, père de 3 enfants adultes. La perspective d'un Noël tranquille s'éloignait déjà. Poirot reconnaissait les signes d'une situation délicate qui nécessiterait peut-être son intervention. Néanmoins, l'idée de passer les fêtes dans un manoir anglais traditionnel avait son charme. Les cheminées rugissantes, les chants de Noël, le pudding flambé, tout cela méritait considération. Après réflexion, il décida d'accepter l'invitation. Son instinct, rarement sans défaut, lui soufflait que cette visite ne serait pas ordinaire. Il rédigea une réponse courtoise et chargea son valet de la poster immédiatement. Le manoir Ashford se situait dans le Devonshire, à quelques heures de train de Londres. Les jours suivants, Poirot se prépara méticuleusement pour son séjour. Il emballa ses costumes les plus élégants, ses chaussures vernies et, naturellement, ses produits pour entretenir sa célèbre moustache. Chaque détail comptait pour le détective belge, qui accordait une importance capitale à l'apparence. Le 23 décembre, au matin, il monta dans le train, à la gare de Paddington. Le compartiment de première classe était confortable et chauffé. À travers la vitre, il observait le paysage anglais défilant sous la neige, les villages endormis, les collines blanches s'étendant à perte de vue. Alors que le train approchait de sa destination, une inquiétude sourde s'installa dans l'esprit de Poirot. L'invitation de Lord Ashford n'était pas une simple politesse mondaine. Il y avait une urgence sous-jacente dans les mots choisis, une tension palpable. Le détective sortit la lettre de sa poche et la relut attentivement. Le train entra en gare de Totnes dans l'après-midi. Un chauffeur en livrée attendait sur le quai, tenant une pancarte au nom de Poirot. Le manoir Ashford se trouvait encore à 30 minutes de voiture. Bientôt, très bientôt, Hercule Poirot découvrirait la véritable raison de cette invitation mystérieuse. La Bentley noire glissait silencieusement sur la route enneigée, serpentant entre les haies givrées du Devonshire. Poirot observait le paysage hivernal avec appréciation, notant la beauté austère de la campagne anglaise. Les champs blancs s'étendaient de part et d'autre, ponctués occasionnellement de fermes isolées dont les cheminées fumaient paisiblement. Après une demi-heure de trajet, la voiture franchit un imposant portail en fer forgé.
Une allée bordée d'arbres centenaires conduisait au manoir, qui apparut progressivement dans toute sa splendeur. Le manoir Ashford était une demeure georgienne majestueuse, construite en pierre blonde, avec 3 étages et une façade symétrique ponctuée de hautes fenêtres. Le chauffeur arrêta la voiture devant le perron principal. Un majordome d'âge mûr, au visage austère et aux cheveux argentés, descendit immédiatement les marches pour accueillir le nouveau venu. Il se présenta comme Baxter, au service de la famille Ashford depuis 30 années. Son attitude professionnelle trahissait néanmoins une certaine tension. Poirot fut conduit à travers un hall d'entrée impressionnant. Un grand escalier de marbre s'élevait vers les étages supérieurs, et des portraits d'ancêtres regardaient sévèrement les visiteurs depuis leur cadre doré. Un immense sapin de Noël occupait le centre du hall, décoré de guirlandes argentées et de boules colorées. Lord Edmund Ashford apparut dans le hall, un homme de 60 ans, aux cheveux grisonnants et au port altier. Son visage marqué reflétait l'autorité naturelle d'un homme habitué à commander. Il serra chaleureusement la main de Poirot, mais le détective nota immédiatement les cernes sous ses yeux et la crispation de sa mâchoire. « Monsieur Poirot, quel plaisir de vous recevoir. J'espère que votre voyage s'est bien passé. » La voix de Lord Ashford était cordiale, mais teintée de fatigue. Il guida personnellement son invité vers le salon, où un feu crépitait joyeusement dans la cheminée. Les autres membres de la famille et les invités étaient réunis pour le thé de l'après-midi. Les présentations commencèrent. D'abord, les 3 enfants d'Edmund. Richard, l'aîné de 35 ans, avocat à Londres, au regard perçant et à la poignée de main ferme. Puis Caroline, 30 ans, élégante et réservée, récemment divorcée. Enfin, le Benjamin Thomas, 28 ans, artiste peintre au tempérament visiblement bohème. Les autres invités formaient un groupe hétéroclite. Le docteur Harrison Webb, médecin personnel de la famille et ami de longue date. Lady Victoria Pemberton, une vieille amie de feu, Lady Ashford, imposante dame de 70 ans. James Blackwood, associé d'affaires d'Edmund, homme trapu au visage rougeau. Et enfin, mademoiselle Judith Sterling, secrétaire particulière de Lord Ashford, jeune femme d'une 30aine d'années, au regard intelligent. L'atmosphère dans le salon était étrangement tendue, malgré les sourires de circonstance. Poirot observait discrètement les interactions entre les personnes présentes. Des regards furtifs s'échangeaient. Des conversations se coupaient brusquement à son approche. Quelque chose de troublant planait dans l'air. Une anxiété collective que les décorations festives ne parvenaient pas à masquer. Le dîner de ce premier soir fut servi dans la grande salle à manger. La table était dressée avec raffinement, argenterie étincelante et cristal de bohème reflétant la lumière des candélabres. Les domestiques servaient en silence, glissant entre les convives, avec une efficacité discrète. Poirot était placé à la droite de Lord Ashford, position d'honneur qui confirmait l'importance accordée à sa présence. La conversation durant le repas resta superficielle et polie. On parla du temps, de la beauté du manoir sous la neige, des dernières nouvelles de Londres. Mais Poirot détectait les non-dits, les silences pesants qui suivaient certaines remarques. Richard Ashford échangeait des regards hostiles avec James Blackwood. Caroline semblait au bord des larmes, jouant nerveusement avec sa serviette. Après le dessert, Lord Ashford invita Poirot dans son bureau pour un cognac. La pièce était lambrissée de chêne sombre, meublée avec goût, mais sans ostentation. Des étagères de livres couvraient 3 murs, et un grand bureau en acajou trônait devant la fenêtre. Edmund ferma soigneusement la porte derrière eux. « Monsieur Poirot, je dois être franc avec vous. » La voix de Lord Ashford tremblait légèrement. Il servit 2 verres de cognac et s'installa dans un fauteuil en cuir. « Je ne vous ai pas invité simplement pour passer un joyeux Noël. J'ai besoin de vos compétences, de votre perspicacité légendaire. » Poirot sirota son cognac en silence,
attendant que son hôte continue. Edmund sembla rassembler son courage avant de poursuivre. Depuis 3 mois, je reçois des lettres anonymes, des menaces voilées, des allusions à des secrets de famille. L'auteur semble connaître des détails intimes sur les Ashford, des choses grabeuses que j'avais enfouies depuis des années. Le détective se redressa dans son fauteuil, son intérêt piqué. « Avez-vous conservé ces lettres? Puis-je les examiner ?» Edmund ouvrit un tiroir de son bureau et en sortit une enveloppe contenant 5 lettres. Toutes étaient dactylographiées sur du papier ordinaire, sans signature, postées de Londres, à des dates différentes. Poirot les lut attentivement, ses petits yeux gris brillants d'intelligence. Les messages étaient effectivement menaçants, évoquant des péchés du passé, des mensonges qui seront révélés, une justice qui sera rendue. La dernière lettre, reçue une semaine auparavant, était la plus explicite. À Noël, la vérité éclatera. Préparez-vous à payer pour vos crimes. Avez-vous une idée de l'identité de l'auteur? Demanda Poirot. Edmund secoua la tête, son visage reflétant un profond désarroi. C'est le problème. Cela pourrait être n'importe qui. J'ai des ennemis dans les affaires, certainement. Mais ces lettres évoquent des affaires personnelles, familiales. Poirot remarqua la main tremblante d'Edmund alors qu'il portait son verre à ses lèvres. Ces secrets dont parlent les lettres sont-ils si terribles qu'ils justifient de telles menaces? Un long silence suivit. Lord Ashford fixa le feu dans la cheminée. Son visage soudain vieillit de 10 ans. « Monsieur Poirot, nous avons tous des squelettes dans nos placards. Certains sont plus encombrants que d'autres. Le lendemain était la veille de Noël. Le manoir s'éveilla sous un ciel gris chargé de neige. Poirot descendit pour le petit déjeuner et trouva plusieurs invités déjà attablés dans la salle à manger. L'atmosphère était légèrement plus détendue que la veille, l'esprit de Noël semblant adoucir les tensions. Caroline Ashford était assise près de la fenêtre, contemplant le jardin enneigé. Poirot s'approcha d'elle avec courtoisie. « Le paysage est magnifique, n'est-ce pas, mademoiselle ?» Elle sursauta légèrement, sortant de ses pensées. « Oh, monsieur Poirot, oui, c'est très beau. J'ai toujours aimé Noël au manoir, même si... » Sa voix s'éteignit. « Même si... » encouragea doucement Poirot. Caroline hésita, puis soupira. « Même si rien n'est plus comme avant. Depuis la mort de maman il y a 5 ans, nous nous éloignons les uns des autres. Richard est toujours à Londres, obsédé par sa carrière. Thomas vit dans son monde d'artiste, complètement déconnecté de la réalité. Et Père vieillit et s'isole. » Le détective nota la tristesse dans sa voix. Il allait répondre quand Thomas fit irruption dans la pièce, les cheveux en bataille et une tache de peinture sur sa chemise. « Bon matin à tous. La neige est absolument inspirante ce matin. Je dois absolument peindre ce paysage. » Son enthousiasme contrastait fortement avec la mélancolie de sa sœur. Dans le courant de la matinée, Poirot décida d'explorer le manoir, officiellement pour admirer l'architecture et les œuvres d'art, mais en réalité pour observer et comprendre la dynamique de cette maison. Il croisa Baxter, le majordome, dans le corridor principal. « Vous êtes au service des Ashford depuis longtemps, n'est-ce pas ?» Baxter se raidit légèrement. « 30 ans, monsieur. J'ai vu grandir les enfants. » Son ton était professionnel, mais Poirot décela une affection réelle. « Vous devez bien connaître la famille, alors. » Le majordome hésita avant de répondre prudemment. « Je connais mes devoirs, monsieur. La discrétion en fait partie. » L'après-midi, toute la maisonnée se réunit dans le grand salon pour décorer le reste du manoir. C'était une tradition des Ashford, expliqua Lady Victoria. Même les invités participaient, créant une atmosphère presque joyeuse. Poirot observait, notant les interactions. Richard et James Blackwood évitaient soigneusement de se parler. Le docteur Webb semblait surveiller constamment Edmund. Judith Sterling travaillait avec une efficacité discrète, mais ses yeux ne cessaient de revenir vers Thomas. En début de soirée, alors que le crépuscule enveloppait le manoir, la tempête annoncée par les météorologues commença. Le vent se leva brutalement, faisant gémir les vieilles pierres du bâtiment. La neige tomba de plus en plus drue,
créant un rideau blanc impénétrable. Baxter annonça que les routes seraient probablement impraticables d'ici la nuit. Le dîner de la veille de Noël fut somptueux. Ware rôti, légumes de saison, vin fin, rien ne manquait. Lord Ashford semblait avoir retrouvé un peu de sa vitalité, riant même à quelques plaisanteries de Thomas. Mais Poirot, toujours observateur, remarqua que ses mains tremblaient légèrement et qu'il jetait des regards inquiets vers l'horloge. Après le dîner, la tradition voulait que tous se retrouvent dans le salon pour chanter des cantiques de Noël. Caroline se mit au piano, et les voix s'élevèrent dans la pièce. Pour un moment, les tensions semblèrent oubliées, remplacées par l'esprit des fêtes. Mais Poirot ne pouvait s'empêcher de penser aux lettres menaçantes et à la promesse sinistre. À Noël, la vérité éclatera. Minuit approchait. La plupart des invités avaient regagné leur chambre, épuisés par les festivités. Seuls Lord Ashford, Poirot et le docteur Webb restaient dans le salon, sirotant un dernier cognac devant les braises mourantes. La tempête faisait rage dehors, le vent hurlant contre les fenêtres comme une bête sauvage. Edmund semblait nerveux, consultant sa montre à plusieurs reprises. « Vous devriez aller vous coucher, mon cher ami », suggéra le docteur Webb avec sollicitude. « Vous semblez épuisé. » Lord Ashford hocha la tête et se leva péniblement. « Vous avez raison. Bonne nuit, messieurs. Joyeux Noël. » Il quitta la pièce, ses pas résonnant dans le corridor. Poirot et le médecin échangèrent quelques mots sur des sujets anodins, avant de se séparer à leur tour. Le détective monta à sa chambre, située au 2e étage, dans l'aile est, mais quelque chose le perturbait, une intuition qu'il ne pouvait ignorer. Au lieu de se coucher, il s'installa dans un fauteuil près de sa porte, laissée légèrement entr'ouverte. 1 heure passa. Le manoir était silencieux, seulement troublé par les gémissements du vent. Puis Poirot entendit des pas furtifs dans le corridor. Quelqu'un marchait doucement, essayant de ne pas faire de bruit. Il entr'ouvrit davantage sa porte et aperçut une silhouette qui se dirigeait vers l'escalier principal. Intrigué, il décida de suivre. La personne descendit au rez-de-chaussée et se dirigea vers le bureau de Lord Ashford. Poirot attendit quelques minutes, puis descendit à son tour, se déplaçant avec une agilité surprenante pour un homme de sa corpulence. Il s'approcha du bureau dont la porte était close. Soudain, un cri déchira le silence de la nuit. Un cri de terreur et de douleur qui glaça le sang de Poirot. Il se précipita vers le bureau et ouvrit violemment la porte. La scène qui s'offrit à lui était cauchemardesque. Lord Edmund Ashford était effondré sur son bureau, une dague plantée dans le dos. Du sang coulait sur les papiers éparpillés. Derrière le bureau se tenait Richard Ashford, pâle comme un mort, les mains tremblantes. « Je viens de le trouver comme ça, » balbutia-t-il. « J'ai entendu un bruit et je suis descendu. » Des pas précipités retentirent dans le corridor. En quelques secondes, tous les occupants du manoir convergèrent vers le bureau. Caroline poussa un hurlement en voyant son père. Thomas se figea, incrédule. Lady Victoria porta la main à son cœur. Le docteur Webb se précipita vers le corps, vérifiant le pouls avec des gestes professionnels. Après quelques secondes interminables, il secoua la tête. Il était mort. Le coup a été porté avec précision, atteignant le cœur. La mort a dû être quasi instantanée. Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Puis tous les regards convergèrent vers Richard, qui tenait toujours la dague dans sa main, comme stupéfait. « Ce n'est pas moi !» cria-t-il. « Je vous le jure, ce n'est pas moi. Je l'ai trouvé comme ça, et j'ai retiré la dague sans réfléchir. » Mais l'évidence semblait accablante. Poirot s'avança calmement. « Personne ne doit toucher à quoi que ce soit. Monsieur Baxter, veuillez appeler la police immédiatement. » Le majordome, livide, hocha la tête et se dirigea vers le téléphone. Mais après quelques tentatives, il se retourna, son visage reflétant l'horreur. « La ligne est coupée, monsieur. La tempête a dû endommager les câbles. » L'aube se leva sur une scène de chaos contenu. Le corps de Lord Ashford avait été transporté dans sa chambre par le docteur Webb et Baxter, recouvert d'un drap blanc. Richard avait été enfermé dans la bibliothèque.
gardé à vue par James Blackwood, qui s'était porté volontaire. La tempête continuait de faire rage, rendant toute sortie impossible. Poirot avait pris les choses en main, avec une autorité naturelle. Il réunit les survivants dans le grand salon. Les visages étaient marqués par le choc et la peur. Caroline pleurait silencieusement, consolée maladroitement par son frère Thomas. Lady Victoria semblait avoir vieilli de 10 ans en une nuit. Judith Sterling était assise à l'écart, le regard fixe. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot de sa voix claire et posée, « nous nous trouvons dans une situation exceptionnellement grave. Lord Ashford a été assassiné. Les routes sont impraticables et la ligne téléphonique coupée. Nous sommes effectivement prisonniers de ce manoir jusqu'à ce que la tempête se calme. » Il marqua une pause, laissant ses paroles faire leur effet. « En tant que détective, je me dois d'enquêter sur ce crime. Je compte sur votre entière coopération. Chacun d'entre vous devra répondre à mes questions avec la plus grande honnêteté. Un mensonge, même insignifiant, pourrait compromettre la découverte de la vérité. » Le docteur Webb prit la parole. « Monsieur Poirot, vous semblez douter de la culpabilité de Richard. Pourtant, les preuves sont accablantes. Nous l'avons tous vu tenant la dague, debout près du corps. » Plusieurs têtes acquiescèrent. Poirot leva la main pour demander le silence. « Les apparences peuvent être trompeuses, mon cher docteur. » Oui, Richard tenait l'arme. Mais est-ce une preuve suffisante? Il se tourna vers Caroline. « Mademoiselle, pouvez-vous me dire où se trouvait cette dague avant le meurtre ?» Caroline sécha ses larmes et réfléchit. C'était une pièce de collection de mon père. Elle était toujours exposée dans le hall, au-dessus de la cheminée. Poirot hocha la tête pensivement. Donc accessible à tous. Voyons maintenant les mouvements de chacun cette nuit. Il sortit son carnet et son crayon. Qui peut me dire ce qu'il faisait entre minuit et 1h du matin? Un silence pesant s'installa. Personne ne semblait pressé de parler. Finalement, Thomas prit la parole. J'étais dans ma chambre. J'ai entendu le cri et je suis descendu. J'ai vu Richard dans le bureau avec Père. Caroline confirma être restée dans sa chambre également. Lady Victoria prétendait dormir profondément et n'avoir rien entendu jusqu'à ce que les cris la réveillent. Judith Sterling admit avoir eu du mal à s'endormir et être descendue à la cuisine pour se préparer un lait chaud. J'ai croisé quelqu'un dans le corridor, mais il faisait sombre et je n'ai pas vu qui c'était, ajouta-t-elle. Poirot nota cette information cruciale. À quelle heure approximativement? Vers 00h30, je dirais. Le docteur Webb révéla qu'il était dans sa chambre, mais qu'Edmund lui avait demandé de passer le voir vers 00h30 pour un entretien privé. Mais quand je suis arrivé à son bureau, la porte était fermée à clé. J'ai frappé, mais personne n'a répondu. J'ai supposé qu'il avait changé d'avis, et je suis retourné me coucher. Poirot arqua un sourcil. Cette information était très intéressante. Après avoir entendu les témoignages préliminaires, Poirot décida d'examiner minutieusement la scène du crime. Il demanda que personne n'entre dans le bureau à part lui. Seul le docteur Webb fut autorisé à l'accompagner pour fournir des détails médicaux si nécessaires. Les 2 hommes entrèrent dans la pièce où Lord Ashford avait rencontré son destin tragique. Le bureau était resté intact depuis la découverte du corps. Des papiers étaient éparpillés sur le sol, comme si quelqu'un avait fouillé les tiroirs précipitamment. Une lampe de bureau était renversée. Le fauteuil en cuir montrait des traces de lutte. Poirot examina chaque détail avec une attention méticuleuse, son cerveau enregistrant et analysant chaque élément, sur le bureau lui-même. Parmi les documents dispersés, Poirot remarqua quelque chose d'intéressant. Une lettre à moitié brûlée dans le cendrier, comme si quelqu'un avait tenté de la détruire rapidement. Il sortit délicatement les fragments calcinés et les étala sur le bureau. Avec patience, il reconstitua partiellement le message. Les mots visibles étaient fragmentaires, mais révélateurs. Savoir la vérité sur 1995, accident. Ah, argent pour mon silence. C'était clairement une tentative de chantage. Poirot photographia mentalement ces éléments. Cette lettre établissait un lien direct avec les menaces anonymes que Lord Ashford avait reçues.
Le docteur Webb observait le détective travailler avec fascination. « Que cherchez-vous exactement, monsieur Poirot ?» Le Belge ne leva pas les yeux de son examen. « Je cherche la vérité, docteur, et la vérité se cache toujours dans les détails. Regardez-y ici. » Il désigna le rebord de la fenêtre où se trouvaient des traces de neige fondue. « Quelqu'un est entré ou sorti par cette fenêtre récemment, » observa le médecin. Poirot secoua la tête. « Non, docteur. Regardez plus attentivement. La neige est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Quelqu'un a ouvert cette fenêtre de l'intérieur, brièvement. Pourquoi? Par cette tempête? » Il examina le loquet et trouva des traces de tissu accrochées. Continuant son investigation, Poirot découvrit sous le bureau un bouton de manchette en or, gravé des initiales J.B. James Blackwood. Le détective le ramassa délicatement avec son mouchoir et le plaça dans une enveloppe. « Intéressant, très intéressant, » murmura-t-il. Le docteur Webb fronça les sourcils. Mais James était censé être dans sa chambre. Poirot ne répondit pas immédiatement. Il ouvrit les tiroirs du bureau d'Edmond, cherchant d'autres indices. Dans le tiroir du bas, caché sous des dossiers financiers, il trouva un journal intime relié de cuir. Les dernières entrées dataient de la semaine précédente. Edmond y exprimait ses craintes, ses regrets, et évoquait un terrible secret qui le hantait depuis des années. L'une des entrées, datée du 20 décembre, était particulièrement troublante. « Poirot arrive demain. C'est ma dernière chance de faire la paix avec le passé. Mais si la vérité éclate, cela détruira la famille. Richard ne me pardonnera jamais. Caroline souffrira terriblement. Même Thomas, dans son monde d'artiste, sera affecté. Ai-je le droit de racheter mes péchés au prix de leur bonheur ?» Le détective referma le journal pensivement. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais plusieurs éléments manquaient encore. « Docteur, dites-moi franchement, Lord Ashford était-il en bonne santé ?» Le médecin hésita avant de répondre. « Physiquement, ah oui, mais mentalement. Il était très perturbé ces derniers temps, anxieux, insomniaque. Je lui avais prescrit des sédatifs. L'après-midi du jour de Noël s'écoula dans une atmosphère lourde et oppressante. La tempête s'était légèrement calmée, mais les routes restaient impraticables. Poirot convoqua les témoins, un par un, dans le salon, transformé en salle d'interrogatoire improvisée. Chaque entretien révélait de nouveaux aspects troublants de la vie des Ashford. James Blackwood fut le premier. L'homme d'affaires transpirait abondamment malgré la fraîcheur de la pièce. « Monsieur Blackwood, » commença Poirot, en lui montrant le bouton de manchette. « Pouvez-vous expliquer comment ceci s'est retrouvé dans le bureau de Lord Ashford, alors que vous prétendiez être dans votre chambre ?» Le visage de Blackwood devint livide. Il ouvrit la bouche, la referma, puis finalement s'effondra dans son fauteuil. « D'accord, j'y étais, mais je ne l'ai pas tué. » Sa voix tremblait. Edmond m'avait convoqué à 00h15. Il voulait me parler d'une affaire urgente concernant notre entreprise. Poirot se pencha légèrement en avant. « Et de quoi avez-vous discuté exactement ?» Blackwood passa une main nerveuse dans ses cheveux clairsemés. Il avait découvert des irrégularités dans nos comptes, des fonds détournés. Il savait que c'était moi. Il me menaçait d'aller à la police si je ne remboursais pas tout avant la fin de l'année. « Combien avez-vous volé ?» demanda calmement le détective. « 50 000 livres sur 3 ans. Je sais, c'est impardonnable. J'avais des dettes de jeu. Je pensais pouvoir tout rembourser avant qu'on s'en aperçoive. » Des larmes coulaient, maintenant sur ses joues. « Mais je ne l'ai pas tué. Quand je suis parti, il était vivant, en colère, mais vivant. » Poirot nota chaque détail dans son carnet. « À quelle heure avez-vous quitté le bureau ?»« Vers 00h30, peut-être 25 minutes. Edmond m'a ordonné de sortir, disant qu'il devait réfléchir à ma proposition de remboursement. » Le détective hocha la tête. « Avez-vous vu quelqu'un d'autre dans les corridors ?» Blackwood réfléchit intensément. « Oui, en remontant, j'ai aperçu une silhouette au bout du corridor. Une femme, je crois, à en juger par la robe de chambre, mais il faisait trop sombre pour identifier qui c'était. Cette information corroborait le témoignage de Judith Sterling. Quelqu'un d'autre se déplaçait dans le manoir cette nuit-là. » L'interrogatoire suivant fut celui de Caroline. La jeune femme entra dans le salon, les yeux rougis,
par les pleurs. Poirot lui offrit un siège et attendit qu'elle soit installée confortablement. « Mademoiselle Caroline, je sais que c'est difficile, mais je dois vous poser certaines questions. Votre relation avec votre père était-elle bonne ?» Caroline hésita, tortillant son mouchoir entre ses doigts. C'était compliqué. Père était un homme dur, exigeant. Après le divorce avec mon mari, il m'a reproché d'avoir échoué, de ne pas avoir été assez forte. Nous nous disputions souvent. Sa voix se brisa, mais je l'aimais. Malgré tout, je l'aimais. Saviez-vous qu'il recevait des lettres de menaces ? Caroline leva brusquement la tête, surprise. Des menaces ? Non, je ne savais pas. Il ne m'en avait jamais parlé. Poirot observa attentivement sa réaction. Elle semblait sincèrement étonnée. Avez-vous connaissance d'un secret familial ? Quelque chose qui aurait pu embarrasser votre père ? La jeune femme devint soudain très pâle. Il y a eu quelque chose, il y a longtemps, en 1995. Elle s'interrompit, comme si continuer était trop douloureux. Poirot attendit patiemment. Mère avait une sœur, ma tante Hélène. Elle est morte dans un accident de voiture. Père conduisait. On a dit qu'il avait perdu le contrôle à cause de la pluie. Le silence qui suivit la révélation de Caroline était pesant. Poirot sentait qu'il approchait du cœur du mystère. « Continuez, mademoiselle. Qu'y avait-il de suspect dans cet accident ?» Caroline respira profondément, comme pour rassembler son courage. Des années plus tard, j'ai entendu père et mère se disputer violemment. Mère l'accusait d'avoir tué Hélène, volontairement. Le détective resta impassible, mais son cerveau travaillait à toute vitesse. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Caroline secoua la tête. Je n'en sais rien. J'avais 15 ans à l'époque. Je me suis caché et j'ai écouté. Mère criait que Hélène savait quelque chose, un secret d'affaires, et qu'elle menaçait de tout révéler. Père a nié, mais sa voix manquait de conviction. Vais-vous parler de cela à quelqu'un ? Jamais. J'ai essayé d'oublier, mais parfois, la nuit, j'y repense. Et si mère avait raison ? Et si mon père était... Elle ne termina pas sa phrase, submergée par l'émotion. Poirot lui tapota gentiment la main. « Merci de votre honnêteté, mademoiselle. Une dernière question. Où étiez-vous vraiment, cette nuit ?» Caroline détourna le regard. « Dans ma chambre, comme je l'ai dit. » Mais sa voix manquait d'assurance. Poirot insista doucement. « Mademoiselle, je vous rappelle l'importance de la vérité. » Après un long moment, elle céda. « J'étais dans le bureau de père, 1 heure avant sa mort. Vers 11h30, j'avais décidé de lui parler, de clarifier notre relation. Et alors, il n'était pas là. J'ai attendu 10 minutes, puis je suis remonté. Je suis vraiment allé me coucher ensuite, je le jure. » Poirot nota cette information cruciale. Le bureau d'Edmund semblait avoir été le théâtre de nombreuses visites cette nuit-là. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel dans le bureau ? Caroline réfléchit. Les tiroirs étaient ouverts, comme si quelqu'un avait fouillé dedans. C'était étrange, parce que père était toujours très ordonné. Elle marqua une pause, et il y avait une odeur de parfum dans l'air. Un parfum de femme que je ne reconnaissais pas. Cet élément nouveau intriguait Poirot au plus haut point. Le tour de Thomas arriva. Le jeune artiste semblait moins affecté que sa sœur. Mais Poirot détectait une anxiété sous-jacente. « Ah, monsieur Thomas, parlez-moi de votre relation avec votre père. » Thomas haussa les épaules. Distante. Il n'approuvait pas mon choix de carrière. Un Ashford artiste peintre. Quelle honte. Il voulait que je devienne avocat comme Richard. Étiez-vous en colère contre lui ? Parfois, mais pas au point de le tuer si c'est ce que vous insinuez. Le ton était défensif. J'avais appris à vivre sans son approbation. Son opinion n'avait plus d'importance pour moi. Mais ses mains tremblaient légèrement en parlant, trahissant son émoi. Poirot changea de sujet. « Vous peignez beaucoup, n'est-ce pas ? Vous devez être très observateur des détails, des mouvements des gens. » Thomas acquiesça, intrigué. « Oui, c'est nécessaire pour capturer l'essence des sujets. Alors peut-être avez-vous remarqué des tensions particulières entre les invités ces derniers jours ?» Le jeune homme réfléchit sérieusement. « Eh bien, Richard et Blackwood se détestaient clairement. Le docteur Webb semblait préoccupé par quelque chose. Il observait constamment père. Et Judith ? Il s'interrompit. « Quoi, Judith ?» encouragea Poirot.
Elle regardait Père d'une manière étrange, pas avec respect ou déférence, mais avec peur, peut-être, ou de la culpabilité. Judith Sterling fut convoquée dans le salon. La jeune secrétaire entra avec une dignité composée. Mais Poirot remarqua immédiatement la tension dans ses épaules et la pâleur de son visage. Elle s'assit avec raideur sur le bord du fauteuil, les mains croisées sur ses genoux. Ses yeux, bien que fatigués, brillaient d'une intelligence aiguë. « Mademoiselle Sterling, depuis combien de temps travaillez-vous pour Lord Ashford ?» demanda Poirot de sa voix la plus douce. « 3 ans, monsieur Poirot. J'ai été engagé après mes études à Cambridge. » Lord Ashford recherchait quelqu'un de discret et d'efficace. Sa voix était calme, mais le détective perçut une émotion sous-jacente. Vous étiez donc dans sa confiance. Il devait partager avec vous des informations confidentielles. Judith hocha la tête lentement. Mon travail exigeait une grande discrétion. Je gérais sa correspondance personnelle, ses rendez-vous privés, certaines transactions financières délicates. Elle marqua une pause. J'avais accès à beaucoup de secrets. Poirot se pencha légèrement en avant. Y compris les lettres de menaces qu'il recevait, le visage de Judith tressaillit imperceptiblement. Oui, j'ai vu ces lettres. Lord Ashford était très perturbé. Il m'avait demandé de les conserver dans un dossier spécial, séparé des autres documents. Et aviez-vous une idée de l'identité de l'auteur? La jeune femme détourna le regard. J'avais mes soupçons. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Poirot attendit patiemment qu'elle continue. Après un long silence, Judith releva la tête et le regarda droit dans les yeux. « Monsieur Poirot, je dois vous avouer quelque chose que j'aurais dû dire plus tôt. Je vous écoute, mademoiselle. » Les mains de Judith se crispèrent. « Je suis la fille d'Hélène Carmichael, la sœur de Lady Ashford qui est morte en 1995. » Un silence de plomb s'abattit sur la pièce. Poirot ne montra aucune surprise, mais son regard s'intensifia. « Continuez. Ma mère est morte quand j'avais 12 ans. On m'a toujours dit que c'était un accident. Mais il y a 1 an, j'ai trouvé son journal intime dans les affaires de ma grand-mère décédée. Des larmes commençaient à perler dans ses yeux. Elle y écrivait qu'Edmund Ashford l'avait menacée parce qu'elle avait découvert qu'il détournait des fonds de l'entreprise familiale. Et vous avez voulu la vérité, conclut doucement Poirot. Judith acquiesça, les larmes coulant maintenant librement. Je me suis fait engager sous mon nom marital, sans révéler mon lien avec Hélène. Je voulais des preuves. J'ai fouillé dans ses dossiers pendant 3 ans. Et j'ai trouvé des documents compromettants, des transferts d'argent suspects datant de 1995. C'est vous qui avez envoyé les lettres anonymes. Ce n'était pas une question. Judith baissa la tête. Oui, je voulais qu'il avoue, qu'il reconnaisse ce qu'il avait fait à ma mère. Je voulais la justice, pas ceci. Elle sanglota. Je voulais qu'il paie pour ses crimes, mais pas de cette façon. Poirot lui tendit son mouchoir. Mademoiselle, où étiez-vous au moment du meurtre? Judith essuya ses larmes. J'étais descendu à la cuisine vers 00h30, comme je l'ai dit. Mais ensuite, je suis allé au bureau d'Edmund. Je voulais lui parler une dernière fois, le confronter directement. Et qu'avez-vous vu? La voix de Judith tremblait maintenant. La porte était entr'ouverte. J'ai entendu des voix. 2 personnes qui se disputaient violemment. J'ai reconnu la voix d'Edmund. L'autre voix était étouffée. Je ne pouvais pas l'identifier. Puis j'ai entendu un cri, un bruit sourd. J'ai eu peur et je me suis enfui dans ma chambre. Elle leva vers Poirot un regard suppliant. J'aurais dû intervenir. Peut-être que j'aurais pu le sauver. La nuit tombait à nouveau sur le manoir. Poirot s'était retiré dans sa chambre pour réfléchir. Il avait disposé tous les éléments de l'enquête devant lui. Les témoignages, les indices matériels, les motivations de chacun. Son esprit méthodique organisait les informations, cherchant le fil conducteur qui reliait tous ces éléments disparates. Les petites cellules grises travaillaient intensément. Lord Ashford avait été tué entre 00h30 et 1h du matin. Plusieurs personnes avaient visité son bureau cette nuit-là. James Blackwood vers 00h15, Caroline vers 11h30 et Judith Sterling qui avait entendu une dispute.
Le docteur Webb prétendait avoir trouvé la porte fermée à clé vers minuit 30. Mais qui avait verrouillé cette porte? Et plus important encore, qui l'avait déverrouillée pour permettre à Richard de découvrir le corps? Le détective se leva et commença à arpenter sa chambre, les mains derrière le dos. La fenêtre ouverte brièvement dans le bureau, le tissu accroché au loquet, le bouton de manchette, le parfum de femme. Soudain, une pièce du puzzle se mit en place, puis une autre, et encore une autre. Le visage de Poirot s'illumina. « Mais oui, bien sûr, » murmura-t-il. « C'est la seule explication logique. » Il vérifia mentalement sa théorie sous tous les angles. Chaque élément s'emboîtait parfaitement. Il quitta sa chambre et descendit au salon, où tous les résidents du manoir étaient rassemblés, attendant anxieusement. L'atmosphère était électrique. Richard avait été libéré de la bibliothèque, Poirot ayant insisté pour que tous soient présents. Le jeune avocat se tenait à l'écart, évitant les regards des autres. « Mesdames et messieurs, » commença Poirot de sa voix claire, « je vous ai réunis ce soir pour révéler l'identité de l'assassin de Lord Edmund Ashford. » Un silence absolu s'abattit sur l'assemblée. Tous les regards convergèrent vers le détective belge. Cette affaire était complexe, obscurcie par de multiples secrets et mensonges. Mais la vérité, comme toujours, finit par émerger. Il se mit à marcher lentement devant la cheminée. Commençons par établir les faits. Lord Ashford était un homme tourmenté par son passé. En 1995, il avait causé la mort d'Hélène Carmichael, non pas directement, mais en sabotant sa voiture pour l'empêcher de révéler ses malversations financières. Un meurtre déguisé en accident. Un murmure choqué parcourut l'assemblée. Caroline porta la main à sa bouche. Mademoiselle Judith Sterling, fille d'Hélène, a découvert ce secret et décidé de le faire payer en l'harcelant de lettres anonymes. Mais quelqu'un d'autre connaissait aussi ce secret. Quelqu'un qui avait décidé de le faire payer d'une manière beaucoup plus définitive. Poirot se tourna vers le docteur Webb, qui devint soudain très pâle. « Docteur Webb, vous étiez l'amant secret d'Hélène Carmichael, n'est-ce pas ?» Le médecin ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. « Vous l'aimiez profondément. Et quand elle est morte, vous avez soupçonné Edmund. Mais vous n'aviez aucune preuve. Pendant des années, vous avez attendu, observé, cherché la vérité. » Poirot poursuivit impitoyablement. « Et récemment, vous avez découvert le journal d'Hélène. Peut-être l'aviez-vous trouvé parmi ces affaires que vous aviez conservées toutes ces années. Ce journal confirmait vos soupçons. Edmund l'avait assassiné. » Le docteur Webb s'effondra dans son fauteuil. « Elle était tout pour moi. » Sa voix était brisée. Quand elle est morte, une partie de moi est morte aussi. Et lui continuait à vivre, prospère, respecté, entouré de sa famille. C'était insupportable. Des larmes coulaient maintenant sur son visage vieillissant. « Vous avez planifié votre vengeance méticuleusement. » Continua Poirot. « Vous saviez qu'Edmund avait invité Hercule Poirot pour Noël, probablement pour obtenir de l'aide concernant les lettres de menace. Cela vous a donné une idée brillante. Commettre le meurtre, en présence du grand détective, en faisant accuser quelqu'un d'autre. Un défi ultime. » Le docteur Webb ne niait plus. Son visage reflétait un mélange de soulagement et de désespoir. Poirot continua son exposition méthodique des faits, chaque mot tombant comme un verdict. « La nuit du meurtre, vous êtes descendu au bureau d'Edmund, à l'heure convenue, minuit 30. Mais contrairement à ce que vous avez prétendu, la porte n'était pas verrouillée. Vous êtes entré et avez trouvé Edmund seul. James Blackwood venait de partir. Le détective fit quelques pas. Vous avez confronté Edmund avec la vérité sur Hélène. Une dispute violente a éclaté, celle qu'a entendue Judith Sterling depuis le corridor. Edmund a peut-être tenté de se justifier, de minimiser son crime. Mais vous étiez venu pour une seule chose, la vengeance. » Le médecin hocha lentement la tête, comme hypnotisé par la reconstitution des événements. Vous aviez préalablement dérobé la dague de collection dans le hall. Poirot désigna l'arme, maintenant placée sous scellé sur une table. Vous l'aviez cachée sous votre veste. Au moment crucial, vous l'avez sortie et frappée dans le dos d'Edmund, alors qu'il se tournait vers son bureau. Mais vous êtes un homme intelligent, docteur.
Vous saviez que vous seriez suspect. Alors vous avez élaboré un plan ingénieux pour faire accuser Richard. Poirot se tourna vers le jeune avocat qui écoutait, fasciné. Vous saviez que Richard descendait souvent lire dans la bibliothèque la nuit, souffrant d'insomnie chronique. Bam! Après avoir tué Edmund, vous avez verrouillé la porte du bureau de l'intérieur, puis vous avez ouvert brièvement la fenêtre pour créer un courant d'air et refroidir la pièce, faussant ainsi l'heure du décès. Le tissu accroché au loquet provenait de votre écharpe que vous avez utilisée pour ne pas laisser d'empreinte. Le raisonnement était implacable. Ensuite, vous êtes sorti par la porte de service du bureau, celle qui donne sur le corridor secondaire. Poirot montra sur un plan du manoir cette porte que personne n'avait mentionnée. Vous êtes passé par le corridor, avez déposé le bouton de manchette de Blackwood que vous aviez subtilement prélevé durant le dîner, créant un faux indice. Puis vous avez attendu dans l'ombre quand Richard est descendu pour aller à la bibliothèque. Vous avez discrètement déverrouillé la porte principale du bureau. Vous avez créé un bruit pour attirer son attention. Richard, curieux, a ouvert la porte et découvert le corps. Par réflexe, il a retiré la dague, pensant peut-être pouvoir encore sauver son père. À ce moment précis, vous avez crié, alertant toute la maisonnée. Poirot regardait intensément le médecin. Quand tout le monde est arrivé, Richard se tenait là, la dague à la main, dans la position la plus incriminante possible. Votre plan avait parfaitement fonctionné. Le fils serait accusé du meurtre du père. Une tragédie shakespearienne. Le Dr Webb leva enfin les yeux. Comment l'avez-vous su? Sa voix était à peine audible. Poirot sourit légèrement. Plusieurs détails m'ont mis sur la piste. D'abord, votre connaissance médicale vous permettait de frapper avec une précision mortelle. Ensuite, le parfum de femme que Caroline a senti dans le bureau, c'était l'eau de toilette d'Hélène que vous portiez toujours sur vous, un souvenir d'elle. Mais surtout, votre erreur a été d'affirmer que la mort avait été instantanée. Le visage de Poirot devint grave. Seul le meurtrier pouvait savoir cela avec certitude. Un médecin arrivant après les faits ne pourrait l'affirmer sans autopsie approfondie. Vous vous êtes trahi par votre propre expertise. Un silence de mort régnait dans le salon. Finalement, le Dr Webb se leva lentement. Elle me manque chaque jour. Sa voix était brisée, mais digne. Edmund Ashford méritait de mourir pour ce qu'il lui avait fait. J'ai attendu 25 ans pour la venger. 25 longues années de douleur silencieuse. La justice humaine et la justice divine ne sont pas toujours identiques, docteur, répondit doucement Poirot. Mais le meurtre n'est jamais la solution. En tuant Edmund, vous avez causé une souffrance immense à ses enfants. Des innocents dans cette histoire. Vous n'avez pas honoré la mémoire d'Hélène. Vous l'avez salie. La tempête s'était enfin calmée durant la nuit. Au matin, les routes étaient dégagées et la police arriva du village. Le docteur Harrison Webb fut arrêté et emmené pour être jugé. Avant de partir, il regarda une dernière fois Judith Sterling. Votre mère était une femme merveilleuse. Elle ne méritait pas de mourir. Je suis désolé que ma vengeance n'ait pu lui rendre justice véritablement. Judith ne répondit pas, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. La vérité sur la mort de sa mère était enfin révélée. Mais à quel prix? Poirot s'approcha d'elle et lui parla doucement. « Mademoiselle, votre quête de vérité était légitime, mais rappelez-vous que la haine et la vengeance ne ramènent jamais les êtres chers. Votre mère aurait voulu que vous viviez, pas que vous passiez votre vie à poursuivre des fantômes. » Les jours suivants virent la famille Lashford commencer lentement à se reconstruire. Richard, innocenté, prit la direction des affaires familiales. Caroline décida de rester au manoir pour aider ses frères. Thomas, étrangement, sembla mûrir du jour au lendemain, comprenant enfin la fragilité de l'existence. Même James Blackwood, bien que devant faire face à la justice pour ses détournements, exprima des remords sincères. Hercule Poirot quitta le manoir le lendemain de Noël. Alors qu'il montait dans la voiture qui le ramènerait à la gare, il se retourna une dernière fois vers la demeure imposante. La neige immaculée recouvrait encore les jardins, donnant au lieu une apparence paisible.
et sereine. Mais il savait que sous cette beauté se cachaient des tragédies, des secrets et des douleurs. Durant le trajet en train vers Londres, le détective réfléchit à cette affaire. Un Noël qui devait être une célébration s'était transformé en cauchemar. Mais peut-être, après tout, quelque chose de positif émergerait de cette tragédie. La vérité sur la mort d'Hélène Carmichael était enfin connue. Les Ashford pouvaient maintenant faire face à leur passé et construire un avenir plus honnête. En regardant le paysage anglais défiler par la fenêtre, Poirot pensa à la complexité de la nature humaine. L'amour pouvait conduire au crime, aussi sûrement que la haine. La justice n'était pas toujours simple ou évidente, et parfois, résoudre un mystère ne suffisait pas à guérir les blessures du passé, mais c'était son devoir, sa vocation, chercher la vérité, quelle qu'elle soit. Le train entra en gare de Paddington, alors que le soleil se couchait sur Londres. Hercule Poirot descendit sur le quai, ajusta sa moustache d'un geste familier et se dirigea vers la sortie. Une nouvelle année commencerait bientôt, apportant sans doute de nouvelles énigmes. Mais pour l'instant, il aspirait simplement à retrouver son appartement douillet et sa routine paisible. Le mystère du Noël sanglant au manoir Ashford était résolu. La justice, imparfaite mais nécessaire, suivrait son cours.